Bonsoir. Le premier tour des municipales à Corbeil, c'est dimanche prochain. Alors, bien entendu, les trois camps effectuent leurs derniers préparatifs, que ce soit du côté de la liste de Bruno Piriou ou de Jean-Pierre Bechter. On sait que l'élection du dernier maire a été remportée à 27 voix près. C'est donc le moment de faire le compte de ses sympathisants, d'autant qu'une troisième liste, celle de Jean-François Bel, est également présente et est susceptible de remporter des voix utiles à l'un ou l'autre des favoris, si je puis dire. Des favoris qui espèrent bien que les provocations ne vont pas envenimer la situation avant le scrutin. Les attaques verbales de ces dernières semaines, les voitures brûlées devant le domicile de Serge Dassault, puis le vol de son ordinateur portable dans son véhicule fracturé, précédant les élus de gauche fortement conspués sur le marché de la ville, ne contribuant pas évidemment à une atmosphère électorale des plus sereines. Ça, c'est pour le local. On passe au niveau national, avec également des élections, plus particulièrement au PS, et c'est Ségolène Royal, vous le savez, qui a provoqué la surprise en annonçant son arrivée aux fameuses primaires de son parti, alors que quelques jours plus tôt, Martine Aubry évoquait une candidature commune avec elle et Dominique Strauss-Kahn. Situation dure à gérer. Alors, qu'en pensent quelques Essonniens trouvés ce matin dans la rue comme ça? En gros, je m'en tape. Je m'occupe pas de la politique. Ah ben, c'est une très bonne chose. Franchement, je suis pas trop la politique. Malheureusement, je suis occupé d'autres choses. Personnellement, je préfère quand même nettement d'autres personnes que Ségolène Royal au Parti Socialiste, voilà. Mais pour moi, c'est pas une candidature surprise, puisque on a toujours pensé qu'elle allait se représenter, et puis qu'elle a toutes ses chances comme les autres. Hein. Et il faut donner la chance à tout le monde. Ça sera plus homogène. Ils font tout pour perdre les élections, à mon grand regret en tous les cas. Franchement, oui, on se pose des questions sur ses motivations réelles. Je sais pas, ça fait un peu bazar. Voilà, elle a envie de la présidentielle, c'est évident. Et c'est pas d'aujourd'hui, mais donc je suis pas surprise. Après, bon, on verra, hein, on verra. Le mécontentement à présent dans 26 écoles du département avec la réforme de la formation des professeurs des écoles. Les enseignants, il faut le savoir, les enseignants stagiaires doivent désormais effectuer un stage longue durée dans un établissement. Résultat, eh bien, ils sont affectés dans des écoles à la place d'enseignants déjà remplaçants et en fonction depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Ces derniers ont appris leur nouvelle affectation 2 ou 3 jours seulement avant de quitter leur poste ce soir. Amélie Patéron les a rencontrés hier soir lors d'une manifestation à Ivry. Une soixantaine de parents d'élèves et de professeurs des écoles étaient réunis hier soir devant l'inspection académique d'Évry. Motif du mécontentement, le remplacement des enseignants déjà remplaçants. Ces derniers doivent quitter leur poste ce soir et laisser leur place à des stagiaires fraîchement diplômés. Régulièrement, l'inspection académique a été interrogée sur le devenir de ces professeurs d'école stagiaires et que aucune information ne nous était donnée en amont pour avertir les collègues qu'ils risquaient de perdre leur classe. Emmanuel est remplaçant à l'école de hier pour la 2e année consécutive. Il déplore la manière abrupte dont il a appris son remplacement. On m'a toujours garanti que je pouvais faire toute l'année. Et pour la bonne marche de l'école, des enfants, etc. Donc je m'étais engagé à faire toute l'année. On a globalement 2 jours pour quitter les lieux et pour que le collègue, le collègue stagiaire vienne s'installer. Donc voilà. De leur côté, les parents déplorent que leurs enfants soient pris en otage. L'enseignement ne sera plus assuré par des gens qui ont une formation complète, mais par des stagiaires, et ça nous fait peur. Une délégation de 10 personnes a été reçue par l'inspection académique représentant 5 écoles concernées sur le département. 1h30 d'entretien, mais aucun accord n'a été trouvé. Aujourd'hui, l'inspection académique a simplement expliqué que chaque situation serait analysée au cas par cas. Une réponse qui ne satisfait ni les parents d'élèves ni les enseignants. D'ailleurs, les mouvements se poursuivent à Longpont-sur-Orge et les parents ont tout simplement décidé de séquestrer l'institutrice de l'école maternelle. Institutrice évidemment de l'école maternelle et une séquestration entre guillemets.
Séquestrer, c'était une façon un peu ironique de dire les choses. En fait, on va occuper l'école de manière à marquer physiquement notre opposition au départ de Mademoiselle Bûcheron. C'est-à-dire ne pas la laisser sortir. Voilà, c'est symboliquement dire que jeudi, elle sera encore là, à son poste, et elle pourra continuer de travailler. Comment faire revivre un petit village de la Beauce à travers la venue d'un nouveau commerce? Le village de Saint-Escobie a peut-être trouvé la solution, transformer son château d'eau en bar-épicerie. Tel est le projet de la municipalité. On voit ça avec Virginia Forgac et Florian Martin. Difficile à la vue de ces images d'imaginer ce château d'eau en commerce de proximité. Et pourtant, fin 2011, les 492 âmes de Saint-Escobie pourront venir ici boire un café, se restaurer ou bien encore acheter leur pain. L'objectif est simple, rassembler les habitants autour d'un lieu convivial, mais pas seulement. Le but, c'est d'essayer de booster le village, parce que les villages du sud de l'île de France se meurent, puisque vous regardez autour de vous, il n'y a rien. Et donc il était important, à mon sens, de refaire vivre un commerce, puisque dans le temps, ici, vous aviez plein de cafés, etc., dans les années avant-guerre et un petit peu après-guerre. Un bâtiment sera ajouté à la base de l'existant. Si l'expérience fonctionne, la colonne pourrait bien servir de logement pour des gens de passage. Coût du projet, 300 000 €, dont la moitié supportée par la municipalité. À l'heure actuelle, 5 personnes sont intéressées par la gérance de ce nouveau commerce de proximité. L'inauguration du futur centre de bioproduction du Génopole qui sera mis en service l'an prochain. Grâce aux dons du Téléthon, les chercheurs d'Evry produisaient déjà des médicaments pour soigner les maladies rares. Avec le nouveau bâtiment qui ouvrira ses portes l'an prochain, ils vont pouvoir en faire une production industrielle. Ce qui les inquiète d'ailleurs un peu, tant l'automatisation les oblige à modifier leur méthode de travail. Là, on va définitivement abandonner les productions en boîte de pétri qu'on trouve dans tous les laboratoires de recherche, et on va produire des centaines de litres de virus pour pouvoir réaliser les essais cliniques. C'est pas tant les centaines de litres qui m'inquiètent, c'est plutôt être sûr de bien le faire. Jusqu'ici, les chercheurs du Génopole ne pouvaient produire qu'une seule sorte de médicament à la fois. Rien à voir avec ces nouvelles capacités. Nous ne sommes vraiment plus dans un laboratoire de recherche, on est dans un laboratoire de production, dans un centre de production. On a 4 zones de production qui sont totalement dépendantes, qui permettent donc de produire 4 traitements en parallèle. Et en termes manuels, on pourra fournir près de 20 lots de traitements différents chaque année. Et ça, ce sont des capacités qui n'existent aujourd'hui nulle part au monde. Un espoir énorme pour les 3 millions de Français qui souffrent de maladies rares et qui voyaient jusqu'ici la recherche avancer, mais pas forcément la production de médicaments à grande échelle. Il faut savoir aussi qu'il y a plein de maladies qui attendent aux portes de ce laboratoire qui est de dimension pré-industrielle. Autant de maladies qui sont pleines d'espoir, évidemment. Autant de malades qui attendent avec impatience. Donc pour nous, c'est vraiment pas un rêve qui commence à devenir réalité. Une aubaine aussi pour Evry et pour l'Essonne qui verront l'entrée en service l'an prochain de plusieurs nouveaux laboratoires dédiés à la biogénétique, renforçant ainsi le rôle majeur du département dans ce secteur et donc son attachement au Téléthon. Nous le savons, les familles, les enfants ont besoin de fonds pour continuer de lutter contre la maladie. Pour résumer, à une semaine du Téléthon, toute l'élite d'Evry s'était réunie aujourd'hui pour rappeler son soutien à l'événement dont les dons font vivre au moins 210 chercheurs au sein du Généthon.